C'était un jeudi soir tranquille, du genre où rien ne presse et où l'on a enfin un moment pour soi. J'étais assis sur le bord de notre lit, mes chaussures de travail encore aux pieds, les orteils douloureux après une longue journée. Le soleil avait déjà disparu derrière les arbres devant la fenêtre, et la maison baignait dans ce calme crépusculaire qu'elle avait toujours avant le dîner. Ma femme était en bas, sans doute en train de plier le linge ou de faire une de ces 1000 choses dont on ne la remercie jamais. Nous étions mariés depuis 20 ans. Ce chiffre paraît énorme quand on l'écrit, mais il ne m'avait pas semblé si lourd jusqu'à ce soir-là. Nous avions traversé les changements de boulot, les déménagements, les soucis d'argent, les histoires de famille, les disputes qui duraient quelques heures et d'autres qui s'étiraient sur des jours. Mais on finissait toujours par se retrouver. On tenait bon ou du moins, je le croyais. Je me souviens d'avoir passé la main sur la couette, remarquant un fil qui dépassait. Une de ces petites choses qu'on promet de réparer et qu'on oublie toujours. C'est là que son téléphone a sonné sur la table de nuit. D'abord un léger vibreur, puis la vibration. L'écran a éclairé la pièce une seconde, avant de s'éteindre. Je ne suis pas du genre à fouiller. Je n'ai jamais ouvert ses tiroirs ni vérifié son portable. Ce genre de comportement m'a toujours paru indigne de nous. Je lui faisais confiance. Elle avait son espace, j'avais le mien. On disait souvent que c'était une des raisons pour lesquelles ça marchait. Mais quelque chose, appelons ça l'instinct, ou cette boule au ventre quand le monde bascule, m'a poussé à regarder l'écran. C'était juste une notification. Un rappel de calendrier. Rien de clinquant ni de suspect au premier coup d'œil. Mais je me suis penché. Il disait, 19h30, table pour deux chez l'Auberge des Glycines. J'ai cligné des yeux. L'Auberge des Glycines. Ce nom m'a percuté comme un camion. Parce que l'Auberge des Glycines, ce n'était pas n'importe quel restaurant. C'était notre restaurant, celui dont on rêvait. On en parlait depuis des années. On passait devant en voiture et on se disait, un jour, quand on aura le temps et l'argent. Chic, cher, nappe blanche immaculée et musique douce. Le genre d'endroit où on vous apporte une carafe d'eau citronnée rien que pour vous asseoir et où on vous appelle, monsieur, même si vous portez votre plus vieux pull. J'ai pris son téléphone. Ma main tremblait, même si je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai fixé à nouveau l'entrée du calendrier. Aucun nom associé. Juste la réservation. Juste l'heure. Juste ce lieu. Ce n'était ni mon anniversaire, ni le nôtre. Elle n'avait parlé d'aucune surprise ni d'une soirée en tête-à-tête. Et ce n'était certainement pas pour moi. Je l'ai reposé comme s'il risquait de me brûler. La pièce est soudain devenue trop petite, l'air aspiré d'un coup. J'entendais le bruit du sèche-linge en bas. Des sons ordinaires qui paraissaient maintenant étrangers. Mon premier réflexe a été de trouver des excuses. Peut-être pour une amie. Peut-être qu'elle organisait une fête surprise. Peut-être. Mon cerveau passait en revue toutes les explications possibles comme une machine programmée pour protéger le peu de paix qui me restait. Mais la boule au ventre ne partait pas. Je suis allé dans la salle de bain, me passer de l'eau sur le visage. Je me suis regardé dans la glace. L'homme qui me fixait avait l'air fatigué. Usé. Un peu plus vieux que dans mon souvenir. J'avais des rides au coin des yeux et une mèche grise dans la barbe que je n'avais pas remarquée jusqu'à cet instant. 20 ans. Voilà ce que ça m'avait rapporté. Je me suis rassis sur le lit et j'ai fixé le mur. Sans penser. Juste, ressentir. Comme si quelque chose d'énorme s'était fissuré sans encore s'effondrer. Une pression qui montait dans les murs. Quand elle est montée quelques minutes plus tard, elle a souri. Comme toujours. A parler des enfants, m'a demandé si j'avais faim. J'ai hoché la tête. Ma voix ne se faisait pas confiance, alors je l'ai laissé parler. C'est ça, les moments comme celui-là. Ils n'arrivent pas toujours avec des éclats de voix, des cris ou des points dans les cloisons. Parfois, c'est juste le silence. Un instant banal devenu extraordinaire par le poids de ce qu'on sait désormais. Elle n'a rien remarqué. Ni que j'avais vu quelque chose. Ni que je ne quittais pas son visage des yeux, à la recherche de signes. Ni ce regard perdu d'un homme dont le monde vient de basculer. Je suis descendu avec elle. J'ai dîné. J'ai écouté ses histoires sur sa journée au bureau, les embouteillages, la blague d'un collègue. J'ai souri quand elle souriait, hoché la tête au bon moment, dit « Ah bon ?» et « Vraiment, pile au bon endroit. » Mais à l'intérieur.
À l'intérieur, quelque chose commençait à se briser. Elle fredonnait sous la douche. Ce petit air sans mélodie qu'elle avait quand elle était de bonne humeur. Je me souviens d'avoir regardé la vapeur s'échapper par-dessous la porte de la salle de bain pendant que j'étais assis sur le bord du lit, son téléphone entre les mains comme s'il risquait d'exploser. Le fond d'écran était toujours le même, une photo de nos alliances sur la Bible, prise le matin de notre mariage. Je me rappelle ce jour comme si c'était hier. Ses mains qui tremblaient d'excitation, son rire qui résonnait dans les vieilles voûtes de l'église, la façon dont ses yeux s'étaient embués quand je lui avais passé l'anneau. Cette photo représentait tout pour moi. Ce moment capturait ce que je croyais être le début d'un toujours. Mais là, elle ressemblait à une mauvaise blague. Une image figée d'une promesse déjà rompue. Je l'ai fixée longtemps avant même de toucher l'écran. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être à cause de la réservation. Peut-être parce qu'elle souriait plus souvent à son téléphone ces derniers temps, se détournant légèrement quand j'entrais dans la pièce. Ou peut-être simplement cette sensation viscérale que quelque chose clochait, même si je ne pouvais pas encore le prouver. Je ne connaissais pas son code. Je n'en avais jamais eu besoin. Mais ce soir-là, j'ai essayé la date de notre mariage. Rien. Puis l'anniversaire de notre fille. Toujours pas. Ensuite le mien et d'un coup, j'étais dedans. Ça m'a fait plus mal que prévu. Mon anniversaire. Pas le sien. Pas celui de notre mariage. Le mien. L'écran s'est ouvert sur une avalanche de notifications. Discussion de groupe. Mais. Le quotidien. Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai ouvert les messages. Et là, le monde a basculé. Ce n'était pas juste un homme. Bien sûr qu'il y en avait un, mais c'était tout ce qu'ils avaient partagé ces 6 derniers mois. Des messages tous les jours. Dès le matin. Tard le soir. Bonjour et bonne nuit. Blague. Petit secret. Photo. Emoji. Surnom. Pas ceux qu'on donne à un simple ami. Elle l'appelait « mon refuge ». Lui l'appelait « rayon de soleil ». J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux piquent. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Chaque message était un coup de marteau, chaque clou enfoncé dans le cercueil de ce que je croyais être notre vie. Il y avait des photos aussi. Pas indécentes, mais intimes à leur manière. Des tasses de café près de la fenêtre. Un livre qu'elle m'avait dit détester, mais qu'elle lisait apparemment avec lui. Un selfie d'elle dans le pull que je lui avais offert à Noël dernier, avec la légende « Tu me manques aujourd'hui ». J'ai continué à faire défiler. Il parlait des endroits où ils s'étaient vus. Parc, petit bistrot, une librairie qu'elle disait ne jamais avoir le temps de visiter. J'ai vu une photo d'elle assise sur un banc que je reconnaissais. À 2 pas de mon bureau. Il se voyait pendant que j'étais au travail. Je n'arrivais plus à respirer. Plus à penser. Je me souviens d'avoir enfoncé mes doigts dans mes cuisses, juste pour me rappeler que j'étais toujours là, réel, vivant. Ma poitrine était serrée, comme si un poids énorme m'écrasait. J'avais l'impression de regarder un film sur la vie d'un pauvre type qui n'avait rien vu venir. Et c'est peut-être ça qui faisait le plus mal. Je n'avais rien vu venir. Je ne voulais pas y croire. J'avais pris sur moi chaque regard distant, chaque dîner silencieux, chaque froideur. Je pensais que je n'étais pas assez présent, pas assez tendre, pas assez attentif. En réalité, j'étais juste de trop. J'ai regardé à nouveau le fond d'écran. Nos alliances. Ce moment figé. Et j'ai compris que ce qu'il signifiait pour moi ne voulait plus rien dire pour elle. Elle chantonnait toujours, doucement, derrière la porte. J'ai reposé le téléphone. Pas parce que j'avais fini mais parce que je ne supportais pas d'entendre sa voix pendant que je lisais sa trahison. Il y avait quelque chose d'insoutenable dans ce fredonnement pendant que j'essayais de tenir debout. Elle était si normale, si détendue, si propre et reposée derrière cette porte. Comme si le poids de ce qu'elle avait fait n'existait pas. Mais il existait. Dans chaque message que je venais de lire. Chaque emoji. Chaque mot qui m'appartenait autrefois, désormais distribué comme si ça ne coûtait rien. Et lui connaissait des détails sur elle, des petites choses. Qu'elle n'aimait pas la mayonnaise dans ses sandwichs, qu'elle avait besoin d'une couverture devant la télé, qu'elle triait toujours les morceaux de tomates dans la sauce. Il n'aurait pas dû savoir ça. Moi je savais ça. C'était notre vie. La nôtre.
J'ai regardé son téléphone une dernière fois avant de le verrouiller et de le reposer doucement à sa place. Je n'ai rien effacé. Rien envoyé. Pas pris de capture. Je l'ai juste laissé là, sur la table de nuit, l'air inoffensif à nouveau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle. Comme d'habitude. Le ciel dehors était encore violet, ni nuit ni jour. Ce genre de matinée où le monde semble à moitié endormi et tout plus silencieux qu'il ne devrait. Elle était blottie contre moi, comme si rien n'avait changé. Et peut-être que pour elle, rien n'avait changé. Peut-être que le monde tournait toujours comme avant. Mais le mien avait pivoté dans la nuit, juste de quelques degrés assez pour que je le sente à chaque respiration. J'ai fixé le plafond longtemps, comptant les petites bosses dans le plâtre comme si elle pouvait me donner des réponses. Elle n'en avait pas. J'aurais pu la confronter tout de suite. La secouer pour la réveiller et tout déballer. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien fait de ce que l'ancien moi aurait fait. Celui d'il y a 5 ans aurait tout fait exploser. Mais cet homme-là s'était fatigué. Non, cette fois, je me suis levé, j'ai pris ma douche, j'ai fait du café. Je lui en ai même préparé une tasse, comme elle l'aimait aux 2 sucres, un nuage de lait. Elle est descendue 20 minutes plus tard, bâillant, les cheveux relevés en ce chignon négligé qu'elle portait quand elle n'était pas en service. Elle a souri en voyant le café. A dit, tu me gâtes. J'ai souri en retour. C'était sans doute la chose la plus dure que j'ai jamais faite. On s'est installé sur la terrasse pendant qu'elle scrollait son téléphone, les jambes repliées sous elle dans le vieux fauteuil en osier. Le soleil montait, colorant les nuages d'orange, et pendant un instant tout semblait magnifique. Mais ça ne l'était plus. Je l'observais. Chaque geste. Chaque battement de cils. À essayer de distinguer le vrai du faux. Et vous savez quoi? C'était peut-être le pire. Pas la trahison. Pas même les mensonges. C'était de ne pas savoir depuis quand tout était du théâtre. Je l'ai vu rire à quelque chose sur son écran, et je me suis demandé si elle riait encore comme ça pour moi. Plus tard dans la journée, j'ai envoyé un mail à mon patron. Je lui ai dit que je devais prendre quelques jours pour raisons personnelles. Affaires familiales. Rien de grave, ai-je précisé. Juste une semaine. Il n'a pas posé de questions, m'a juste dit de prendre soin de moi. Je l'ai remercié et j'ai fermé l'ordinateur. Puis je me suis assis dans le garage avec une bière fraîche et j'ai fixé la tondeuse pendant une bonne demi-heure. Je ne pensais pas à la pelouse. Je pensais à tout ce que j'avais construit pour nous. Pas seulement la maison, ni la nouvelle cuisine qu'elle voulait, ni la terrasse que j'avais nivelée à la main. Je pensais aux années. Aux sacrifices. Aux petites choses qu'on ne remarque jamais. À la façon discrète dont je portais tout le poids qu'elle ne voyait pas. Et maintenant j'étais là, dans le garage, comme un étranger dans ma propre vie. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mon frère. Ni à mon meilleur ami. Pas même aux voisins, qui savaient d'habitude quand je n'avais plus de sauce barbecue. Je gardais tout à l'intérieur. Bien boutonné. Je souriais, hochais la tête, suivais le mouvement. Elle ne remarquait rien. Les jours suivants, j'ai commencé à l'observer. Pas de façon parano, mais comme un homme qui recueille des preuves. Pas seulement ce qu'elle disait, mais comment elle le disait. Les pauses. Les moments où elle regardait son téléphone et souriait comme une adolescente. Les courses soudaines. Les douches rapides après être rentrée plus tard que prévu. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait, et l'image que je n'avais jamais voulu voir se formait toute seule. La nuit, je dormais à côté d'elle et j'écoutais sa respiration. Je me disais sans cesse, comment peut-on respirer si paisiblement quand toute sa vie repose sur un mensonge? Elle ne bronchait pas quand je lui prenais la main. Elle ne tressaillait pas quand je l'embrassais sur le front pour lui dire bonne nuit. Mais je le sentais. La distance. Le vide là où la confiance avait vécu. J'ai commencé à marcher le matin. Juste moi, le trottoir, et le bruit doux de mes chaussures sur le bitume. Je passais devant les mêmes boîtes aux lettres, les mêmes arbres, le même chien qui aboyait derrière la clôture. Mais tout paraissait différent. Comme si on avait mis un filtre sur le monde. Je ne marchais pas pour me vider la tête. Je marchais pour ne pas m'effondrer. En ville, je m'arrêtais au café habituel, m'installais dans le même box, commandais un café noir et une tartine nature. Des choses familières.
Simple. La serveuse m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué. Elle a souri comme si elle n'y croyait pas, femme intelligente. Quand je suis rentré, elle était dans la cuisine, fredonnant encore. En train de faire des crêpes, comme si c'était juste un jour ordinaire dans notre rêve français. J'ai dit, ça sent bon. Elle a levé les yeux et souri, comme si rien n'était cassé. Mais moi, j'étais déjà de l'autre côté. Le plan ne m'est pas venu d'un coup. Il s'est formé lentement, comme une fuite qu'on ne remarque qu'une fois le parquet trempé. Je restais sur la terrasse à boire mon café, où je conduisais en ville en pilotage automatique, et la même pensée tournait en boucle, elle croit que je ne sais pas. Et c'était peut-être ça le pire. Pas seulement la tromperie, pas seulement les mensonges mais la comédie quotidienne. Les sourires doux, les baisers sur la joue, la façon désinvolte dont elle lançait « je t'aime » avant de sortir faire une course qui n'existait pas. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai creusé. Je ne suis pas un as de l'informatique. Je sais réparer un robinet qui fuit, changer mes pneus moi-même, mais je ne connais rien au pistage numérique. Alors je suis resté simple. J'ai fait attention. À chaque fois qu'elle sortait, je notais l'heure et la direction. Parfois je la suivais assez loin pour ne pas être vu, assez près pour apprendre quelque chose. C'est comme ça que j'ai eu son nom. J'ai trouvé l'homme qu'elle voyait. Le même que dans les messages, le même visage que sur les photos qu'elle gardait dans un dossier verrouillé. Je ne citerai pas son nom ici, pas pour le protéger, mais parce qu'il n'a jamais été le cœur de l'histoire. Il n'était que la fissure par laquelle la pourriture est apparue. Ça n'a pas été long pour en savoir plus. Son nom m'a mené à ses réseaux sociaux, puis à son travail, et enfin à sa femme. C'était la pièce manquante. Son profil montrait une femme qui avait l'air épuisée. Épuisée mais solide, si vous voyez ce que je veux dire. Elle avait ce demi-sourire forcé que portent les mères quand elles tiennent tout à bout de bras. J'ai étudié son visage comme une carte, pas par curiosité, mais parce que je savais qu'elle méritait la vérité. Nous la méritions tous les deux. Je ne savais pas comment la contacter sans passer pour un fou. Alors j'ai commencé simplement. J'ai créé un faux compte, rien de sophistiqué, juste assez pour lui envoyer un message sans que ce soit directement lié à moi. J'ai écrit, je crois que nos conjoints sont impliqués dans quelque chose ensemble. Vous méritez de savoir. Si vous voulez des réponses, retrouvons-nous à l'auberge des Glycines. Ce vendredi. 19h30. C'était tout. Pas de menace. Pas de drame. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Puis, tard le jeudi soir, elle a écrit. D'accord. Pas de ponctuation. Pas de question. Juste ce mot. Il disait tout. Elle savait déjà. Ou du moins elle avait ce pressentiment qu'on ne peut pas ignorer. Et peut-être qu'elle en avait assez du théâtre autant que moi. J'ai appelé l'auberge des Glycines le lendemain matin. Réservation pour 2. J'ai demandé une table au fond, près de la fenêtre d'angle. Puis j'ai ressorti la capture d'écran du rappel calendrier de ma femme, celle qu'elle n'avait jamais pris la peine d'effacer. Même lieu. Même heure. On aurait dit qu'elle voulait se faire prendre. Le vendredi est arrivé. Je me suis douché, rasé, j'ai mis une chemise propre. Pas pour faire beau, pas pour impressionner, mais parce que je voulais me sentir à nouveau moi-même. Un homme solide sur ses jambes. Elle m'a demandé où j'allais en me voyant enfiler ma veste. Juste sortir, ai-je répondu, aussi détaché que possible. Elle a hoché la tête et est retournée remuer ce qu'elle préparait pour le dîner, comme si j'allais simplement à la quincaillerie. Comme si je n'allais pas tout faire basculer. Le trajet jusqu'à l'auberge des Glycines m'a paru plus long que d'habitude. J'ai passé devant la station-service où on s'arrêtait pour un café le dimanche matin. Devant la petite librairie qu'elle adorait mais qu'elle n'avait plus mentionnée depuis des mois. Chaque repère familier ressemblait à une cicatrice. Quand je suis entré dans le restaurant, l'hôtesse m'a souri et m'a demandé mon nom. Martin, ai-je dit. Réservation pour 2. Elle a acquiescé, m'a conduit à travers la salle principale jusqu'au fond. Et elle était là, sa femme. Déjà assise. En chemisier marine, cheveux relevés, mains serrées autour d'un verre d'eau comme si ça pouvait la stabiliser. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. Nos regards se sont croisés. Pas besoin de présentation. C'est vous, a-t-elle dit. Et vous, c'est elle, ai-je répondu.
Nous nous sommes assis. On n'a pas commandé tout de suite. On est resté là dans la lumière tamisée des bougies, à s'observer de part et d'autre de la table comme deux personnes qui tentent de reconstituer un puzzle qu'elles n'ont pas demandé. Je voyais qu'elle avait pleuré récemment. Les yeux un peu gonflés. Les miens devaient être pires. Je lui ai raconté ce que je savais. Sans enjoliver. Sans adoucir. Juste les faits de date, lieu, message. Elle hochait la tête pendant que je parlais, lentement, solennellement, comme si elle cochait une liste qu'elle avait déjà à moitié rédigée dans sa tête. Elle a sorti son téléphone. M'a montré une photo de lui. Une que je n'avais pas vue. Une où ils étaient ensemble. Ma femme souriait d'une façon qu'elle n'avait plus pour moi depuis des années. Ils viennent ici, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ce soir? J'ai hoché la tête. Il était 19h23. Nous sommes restés silencieux, à écouter le léger tintement des couverts autour de nous. À attendre. Pas pour la vengeance. Pour la vérité. Le bruit de la porte qui s'ouvrait était discret. Juste un petit clic derrière nous, le genre qu'on ne remarque que quand on l'attend. Mais nous l'attendions. Je n'ai pas tourné la tête tout de suite. Elle non plus. Nous sommes restés immobiles comme des statues pendant que les pas s'approchaient. J'ai reconnu instantanément la démarche de ma femme. 20 ans à l'entendre dans les couloirs, dans l'escalier, dans les allées de supermarché. J'ai fini par lever les yeux quand le silence s'est installé derrière moi. Et elle était là. Elle s'est figée. Son amant s'est arrêté à côté d'elle. Perplexe. Il nous a regardés tour à tour, sans encore comprendre. Peut-être pensait-il à une coïncidence. Peut-être croyait-il pouvoir s'en sortir avec son bagout. Mais ma femme, elle, savait. Son visage est devenu livide. Nous étions installés à une table pour 4 dans un salon privé à l'arrière du restaurant. Lumière tamisée, rideaux épais, un vase de fleurs fraîches au centre. L'auberge des Glycines s'était toujours fait une réputation de discrétion, de sérénité. Il y avait une dignité tranquille dans cet espace, qui rendait la scène encore plus absurde. Comme un dîner de famille dans une chambre mortuaire. Elle a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. J'ai désigné d'un geste les chaises vides en face de nous. Rien de théâtral. Juste un mouvement simple. Une invitation, en quelque sorte. Ses mains tremblaient quand elle s'est assise. Il l'a imité, essayant de sauver les apparences. Il a esquissé un sourire comme s'il pensait qu'on finirait tous par en rire un jour. Sa femme ne lui a pas rendu son sourire. Personne n'a parlé pendant un moment. Le serveur est entré, un jeune homme d'à peine 20 ans. Il nous a regardés tour à tour et a demandé si nous étions prêts à commander. J'ai dit qu'il nous fallait encore quelques minutes. Il a hoché la tête et s'est éclipsé aussi vite qu'il était venu. Je me suis tourné vers ma femme. Elle évitait mon regard. Je suppose que tu sais, a-t-elle fini par dire, la voix à peine audible. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Son amant s'est penché en avant, tentant de reprendre la main. Écoutez, je crois qu'il y a un malentendu. C'est là que le masque de sa femme s'est fissuré. Juste une seconde. Elle s'est tournée vers lui, et j'ai vu la panique monter. Il n'y a pas de malentendu, ai-je dit. J'ai sorti de ma veste une feuille pliée. C'était une copie d'un de leurs messages. Pas le pire, pas le plus émouvant, juste un échange banal sur le rendez-vous ici, ce soir, à 7 heures. Je l'ai glissé sur la table. Sa femme l'a prise. L'a lu. L'a reposé. J'en ai d'autres, ai-je dit, aussi calme qu'un bulletin météo. Mais celui-ci semblait approprié. Ma femme a enfin croisé mon regard. Ses yeux étaient rougis. Pas encore de larmes, du moins pas encore. Juste tout ce qu'elle retenait. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, a-t-elle dit. J'ai failli rire. Pas de joie, mais d'incrédulité. Tu veux dire dans un salon privé? Dans notre restaurant de rêve? Ou pendant 6 mois dans mon dos? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Son regard a glissé vers l'homme à côté d'elle. Elle a tendu la main vers la sienne, mais il l'a retirée. Tu m'avais dit qu'il ne saurait jamais, a-t-il sifflé. Je suis resté silencieux. Je voulais les laisser parler. Je voulais que le silence fasse le travail. J'aurais dû me douter, a dit sa femme doucement.
Tu es distant depuis des mois. Tu disais que c'était le travail. Que j'imaginais des choses. Il l'a regardé, et pendant un instant j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas la peur de la violence. La peur d'être vu tel qu'il était. Tu t'es servi de moi, a-t-elle ajouté, plus fort cette fois. Tu nous as servi. Ma femme tremblait maintenant. Les larmes montaient, les mains crispées sur ses genoux. Mais je ne lui ai pas tendu de mouchoir. Pas cette fois. Ce n'est pas une scène, ai-je dit. On n'est pas là pour se battre. On est là parce que la vérité mérite une place à cette table. Personne n'a rien trouvé à répondre. Le serveur est revenu, hésitant. Souhaitez-vous commencer par les boissons? J'ai regardé les autres. Personne n'a réagi. Juste de l'eau, ai-je dit. Pour nous tous. Il a hoché la tête et disparu à nouveau. Pendant les 10 minutes suivantes, nous sommes restés assis en silence. 4 personnes autour d'une table faite pour célébrer, dans un espace conçu pour garder les secrets. L'air était lourd de tout ce qu'on avait essayé d'ignorer. Les mensonges. Les excuses. Les petites trahisons qui s'étaient accumulées comme de la neige jusqu'à faire céder le toit. Je la regardais en face, et je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel moment exact elle avait cessé d'être à moi. Le premier message? Le premier regard? Ou était-ce en train de mourir doucement depuis des années pendant que j'étais trop occupé à tout porter pour le remarquer? Elle m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Je suis désolé, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée comme du vieux bois. J'ai hoché la tête. Mais désolé ne répare pas ce genre de blessure. Ce n'était pas une conclusion. Pas du pardon. Pas non plus de la vengeance. C'était juste la vérité. Et ça suffisait. Je ne suis pas rentré cette nuit-là. Après être sorti du restaurant, je suis parti dans l'air frais de la nuit et j'ai continué à marcher. Je ne me souviens même pas d'avoir dit au revoir. Je me souviens seulement du bruit de mes chaussures sur le trottoir et de la morsure du vent sur ma nuque. La ville était calme, les rues à moitié vides, le ciel sans étoiles. Tout semblait suspendu. Comme si le monde retenait son souffle pour voir ce que j'allais faire. J'ai trouvé un petit hôtel en périphérie, un 2 étoiles ordinaire avec une enseigne qui clignotait comme si elle luttait pour rester allumée. L'employé de nuit n'a pas posé de questions. Il m'a juste tendu une clé et indiqué le couloir. Chambre 312. Ce numéro m'est resté. La chambre n'avait rien d'exceptionnel, 2 lits, une télé, une petite table dans le coin avec une Bible usée dans le tiroir. Le genre d'endroit où on passe une nuit et qu'on oublie le lendemain. Mais cette nuit-là, elle m'a paru comme un refuge, un lieu où le monde ne pouvait pas m'atteindre. J'ai posé mon sac par terre et me suis assis sur le bord du lit. Je n'ai pas enlevé ma veste. Ni mes chaussures. Je suis resté là dans le silence, à fixer la moquette comme si elle allait me donner des réponses. Les larmes sont venues plus tard. Pas bruyantes, pas désordonnées. Juste lentes et silencieuses, comme de l'eau qui trouve une fissure dans les fondations. Je ne pleurais pas pour elle. Je ne pleurais pas parce que je l'avais perdue. Je pleurais pour le temps. Les années. La vie dans laquelle j'avais tout investi. 20 ans, c'est long pour croire en quelque chose. Long pour construire un foyer, élever une famille, faire 1000 petits sacrifices dont personne ne vous remercie jamais. Et maintenant tout cela ressemblait à une histoire que je m'étais racontée ou une histoire qu'elle avait réécrite en douce sans moi. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je ne voulais ni message, ni excuse à moitié sincère, ni explication. Je voulais le silence. J'en avais besoin. Il était presque minuit quand on a frappé à la porte. D'abord j'ai cru que c'était quelqu'un de la réception. Peut-être que j'avais oublié de signer quelque chose. Peut-être la mauvaise chambre. Mais quand j'ai ouvert, c'était elle, sa femme. Celle qui était assise en face de moi quelques heures plus tôt, portant son propre chagrin comme un objet en verre. Elle n'a rien dit d'abord. Elle est restée là, bras croisés, les yeux rougis mais secs, comme si elle avait déjà assez pleuré et n'avait plus rien. Je ne savais pas où aller, a-t-elle dit doucement. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle est entrée lentement, comme si le poids de la journée pendait à ses épaules. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est postée près de la fenêtre, regardant le parking en contrebas. La lumière de l'enseigne la baignait d'un jaune pâle, comme un souvenir dont on n'est pas sûr. On croit connaître quelqu'un,
a-t-elle dit après un long silence, et puis on se rend compte qu'on n'était que pratique. Je n'ai pas répondu. Parce que je connaissais trop bien ce sentiment. Elle s'est enfin assise sur la chaise près de la table, a serré son manteau autour d'elle, et a fixé le mur. On a parlé longtemps. Des heures, peut-être. On s'est raconté des bouts de nos histoires. Des petites choses qu'on n'avait pas dites plus tôt. Elle m'a parlé de sa distance à lui depuis le printemps dernier, des heures supplémentaires, des excuses qui sonnaient juste assez vraies. Je lui ai parlé des tasses de café sur la terrasse, du sourire de ma femme devant son téléphone, du jour où je l'ai ouvert et où tout s'est écroulé. Il y avait un étrange réconfort là-dedans. Pas de joie. Pas de soulagement. Juste la certitude tranquille que quelqu'un d'autre avait vécu le même séisme. On ne comparait pas nos douleurs, on les nommait. À un moment, elle s'est levée et nous a servi de l'eau dans les gobelets en plastique de l'hôtel. Elle m'en a tendu un sans un mot et s'est rassise. On a bu comme deux personnes qui essayaient de rincer quelque chose de leur gorge qui ne partait pas. Elle avait l'air épuisée. Pas seulement physiquement épuisée jusqu'à l'âme. Cette fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil mais du port d'un fardeau trop lourd trop longtemps. Finalement, le silence s'est étiré. Pas gênant, juste honnête. Elle a regardé le deuxième lit vide, puis moi. Je ne peux pas rentrer chez moi ce soir, a-t-elle dit. Je ne peux pas. J'ai hoché la tête. Elle n'a pas bougé tout de suite. N'a pas demandé la permission. Elle s'est levée, a contourné le lit, et a rabattu la couverture. J'ai éteint la lumière. La chambre s'est posée dans le calme à nouveau, mais ce n'était plus le silence solitaire. C'était celui qui vient quand deux personnes n'ont plus de mots, plus de colère, et qu'il ne reste que la douleur de ce qui a été perdu. On ne s'est pas touché d'abord. On est resté là. Deux inconnus dans la même tempête, cherchant un coin de terre sèche. J'entendais sa respiration, régulière et basse, et pour la première fois depuis des jours, la mienne a commencé à suivre le même rythme. Je ne me suis pas endormi vite. J'ai fixé le plafond encore, comme la veille. Mais cette fois, je n'étais pas seul. On ne réparait rien. On ne faisait pas semblant. On était juste là. Je suis rentré à la maison 2 jours plus tard. Pas parce qu'elle me manquait. Pas parce que je voulais parler. Je suis rentré parce que c'était encore ma maison, et que j'en avais assez de la laisser faire comme si tout était normal. Quand j'ai franchi la porte, elle était assise à la table de la cuisine. Les cheveux en bataille, les yeux rougis comme si elle n'avait pas dormi. Elle m'a regardé comme une enfant qui attend une punition qu'elle espère éviter en restant immobile. « Tu n'as pas appelé ?» a-t-elle dit doucement. « Non » ai-je répondu en accrochant mes clés au crochet près de la porte, comme toujours. Elle s'est levée, a hésité, puis s'est précipitée vers moi. Bras tendus. L'arme prête. Mais je l'ai contournée. Calme. Maîtrisé. Chaque pas calculé, parce que je savais que c'était là que tout allait se défaire. Elle m'a suivi dans le salon, pieds nus sur le parquet, suppliant à chaque mot. J'ai fait une erreur. Je le sais. Je n'avais pas prévu que ça aille si loin. Je ne savais pas comment arrêter. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Certaines vérités frappent fort sans hausser le ton. Tu aurais pu arrêter dès la première fois, ai-je dit. Tu aurais pu me le dire. Tu as choisi de ne pas le faire. Elle s'est laissée tomber sur le canapé comme si ses jambes avaient lâché. Je me souviens de ses mains tremblantes quand elle a pris un mouchoir, comme si cacher son visage pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Je t'aime, a-t-elle dit entre les sanglots. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est là que j'ai compris qu'elle n'avait toujours pas saisi. Ce n'est pas une question d'amour, ai-je dit. C'est une question de respect. De confiance. Tu les as brûlés et tu t'attendais à ce que je continue à entretenir les cendres. Elle a pleuré plus fort. Mais les larmes ne réparaient rien. Elle a demandé si on pouvait voir quelqu'un. Un conseiller conjugal. Un prêtre. Disant qu'on le devait à ce qu'on avait eu. Mais ce qu'on avait eu? Elle l'avait enterré sous des mois de mensonges. Je n'avais pas envie de le déterrer. Je suis monté, j'ai rempli un petit sac de voyage, et je suis redescendu. Elle m'a regardé comme si je partais d'un accident qu'elle avait causé mais dont elle voulait encore que je la ramène. Je lui ai dit que je logerais chez mon frère un moment. Que je lui laissais le choix, dire la vérité, ou je le ferais. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là,
les larmes trempant les manches du pull que je lui avais offert à Noël dernier. J'ai tenu parole. Cette semaine-là, j'ai parlé à ses parents. Ils ont été choqués. D'abord, sa mère a pleuré, son père a serré la mâchoire comme s'il luttait contre l'envie de hurler. Je n'ai rien enrobé. Je leur ai dit clairement, leur fille voyait un autre homme dans mon dos depuis 6 mois. Puis j'ai parlé à ses amies. Celle qui me souriait au barbecue. Celle qui nous connaissait depuis nos 20 ans. Je ne l'ai pas annoncé dans un message groupé, je l'ai fait une par une. Et à chaque fois, j'ai vu la même expression, tristesse, surprise, et cette lueur de « quelque chose n'allait pas depuis un moment ». J'ai même parlé à son patron. Pas par méchanceté. Par nécessité. Elle et son amant travaillaient dans la même entreprise, et je me doutais que la vérité finirait par arriver là aussi. J'ai préféré qu'il l'apprenne de moi plutôt que par les ragots à la machine à café. Elle m'a appelé ce soir-là, la voix rauque et brisée. Elle m'a demandé comment je pouvais lui faire ça. Que je ruinais sa vie. Non, lui ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai juste arrêté de la cacher. Et puis j'ai déposé la demande de divorce. Ça semblait irréel, tenir ces papiers dans mes mains. De l'encre noire sur du papier blanc, comme si 20 ans pouvaient se résumer et recevoir un tampon. J'ai signé sans hésiter. Son amant n'a pas bien pris la chose. D'après ce que j'ai entendu, sa vie de famille s'est effondrée. Sa femme est partie, a pris les enfants, et l'a laissé dans un appartement à moitié meublé. Elle a même parlé à son supérieur de lui, de son comportement, de tout. C'était son choix, pas le mien. Et elle n'a pas arrêté là. Une nuit, environ une semaine après le dépôt des papiers, elle m'a envoyé un court message, « Il sait pour nous maintenant ». Je lui ai dit. J'ai lu ces mots 3 fois. Je n'ai pas demandé ce qu'elle lui avait exactement raconté. Je n'avais pas besoin. Il y avait une forme de finalité tranquille. Une ligne tracée à l'encre indélébile. Je mentirais si je disais que ça ne m'a pas un peu retourné. Pas du regret, juste le poids étrange de tout ça. Que dans les ruines de 2 mariages, on ait trouvé cette proximité brisée et inattendue. Mais ce moment lui appartenait. Comme les retombées m'appartenaient à moi. À la fin de cette semaine, elle a arrêté d'appeler. Plus de messages vocaux. Plus de textos. Juste le silence. Et dans ce silence, pour la première fois depuis longtemps, j'ai enfin pu m'entendre penser. Je me suis installé dans une petite location en périphérie de la ville. 2 chambres, façade défraîchie, et une boîte aux lettres de travers qui semblait lasse de tenir debout. L'arrière donnait sur un bout de forêt, et quand le vent passait juste bien dans les arbres, on aurait dit la mer. J'ai commencé à retaper l'endroit petit à petit. Un coup de peinture par-ci. Un nouveau robinet par-là. Pas parce qu'il le fallait, mais parce que travailler de mes mains me rappelait que j'étais toujours là. Elle et moi, sa femme, je veux dire, on n'avait pas prévu de rester dans la vie de l'autre. Au début, on n'était que 2 personnes tombées par le même trou dans le plancher. Mais on a continué à prendre des nouvelles. Un texto par-ci. Un café par-là. Sans pression. Juste une compagnie tranquille. Elle s'appelait Claire. J'aimais ce prénom. Il sonnait chaleureux. Doux. Comme la lumière du soleil à travers les persiennes un matin lent. Claire et moi parlions de tout sauf d'eux. On parlait de comment allaient nos enfants, de ce que ça faisait de dormir seul à nouveau, de l'étrangeté d'acheter des courses pour une seule personne. On a trouvé un rythme dans notre douleur, comme 2 personnes qui boitent mais marchent au même pas. On se retrouvait dans ce petit square au bord de la ville. Il y avait un banc sous un vieux chêne, du genre qui en a vu des larmes et des rires. Parfois on restait là à regarder le vent disperser les feuilles sans dire grand-chose. Et parfois on parlait jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que les moustiques commencent à piquer. Jamais besoin d'expliquer le silence. Il nous appartenait à tous les 2. Au bout de quelques mois, on a commencé à faire à manger ensemble 1 ou 2 fois par semaine. Rien de sophistiqué. Soupe, sandwich, poulet rôti quand on se sentait ambitieux. On s'installait à sa table de cuisine avec des assiettes dépareillées et du vin pas cher, et ça semblait plus vrai que tous les dîners que j'avais eus depuis des années. Une nuit, j'ai réparé sa lumière de Porsche. Une autre nuit, elle m'a apporté un gratin et l'a laissé sur mon seuil avec un post-it, pour les jours plus lourds que les autres. Ce n'était pas de l'amour, pas tout de suite. C'était quelque chose de plus doux. De plus prudent.
Comme quand on ramasse un oiseau à l'aile cassée ou on le manipule avec précaution parce qu'on sait à quel point il est facile de blesser ce qui est déjà blessé. Pendant ce temps, mon ex s'est effacée en arrière-plan. Elle a quitté la maison, a quitté la ville peu après la finalisation du divorce. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne lui ai pas demandé où elle allait. Elle a laissé quelques cartons de vieilles photos, 2 livres de cuisine, une écharpe que je lui avais achetée à une brocante. Je les ai rangés au garage et ne les ai jamais ouverts. 1 an a passé. Un dimanche, je me promenais au marché quand je l'ai vue. Mon ex. Elle était près de l'étal de fleurs, un bouquet de tournesol à la main. Ses cheveux étaient plus courts, elle semblait plus mince. Usée d'une façon qui n'avait rien à voir avec l'âge. Elle m'a vu, et pendant une seconde aucun de nous n'a bougé. Puis elle s'est avancée. « Salut », a-t-elle dit. Sa voix s'est fêlée. « Salut », ai-je répondu, les mains dans les poches. On est resté au milieu de l'allée animée, entouré de bavardages, de produits frais et d'enfants avec des ballons, et c'était comme si le monde s'était réduit à nous deux. Elle s'est mise à pleurer. Là, sans prévenir. Juste des larmes qui coulaient sur ses joues comme si elle les retenait depuis 1 an. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré. J'ai eu tellement tort. Je n'ai rien dit d'abord. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un que j'avais connu, avec qui j'avais bâti une vie. Et quelqu'un qui avait tout jeté. Mais je n'étais plus en colère. Plus comme avant. Je sais, ai-je dit. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Elle a hoché la tête, s'est essuyé les yeux, et m'a adressé un petit sourire triste. Tu es heureux, a-t-elle demandé. J'ai pensé à Claire. Au dîner calme et aux lumières de Porsche. À la façon dont on restait sous le chêne à simplement exister sans faire semblant. Oui, ai-je dit. J'y arrive. On ne s'est pas pris dans les bras. On n'a pas fait de promesses. On est resté là encore un instant, puis on est reparti chacun de son côté. À la maison, Claire était assise sur mon perron avec 2 cafés et un sachet de pain au chocolat de cette boulangerie qu'elle aimait en centre-ville. Elle a levé les yeux, m'a souri de son petit sourire à elle, et s'est poussée pour me faire de la place. Je me suis assis à côté d'elle. On n'a pas parlé du marché. On n'en avait pas besoin. Elle m'a tendu une tasse, chaude et stable. Et on est resté là, côte à côte, 2 personnes encore en train de guérir, encore en train d'apprendre à vivre honnêtement un jour lent et tranquille à la fois. Partagez votre avis dans les commentaires, ce dîner privé a-t-il révélé davantage qu'une dispute publique l'aurait fait? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.